Être un bon père, ça veut dire quoi? Comment protéger nos enfants des violences et en faire des adultes plus humains? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité inspirant pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on accueille Cédric Rochstein du podcast Papatriarcat pour parler d'éduquer autrement. Salut Cédric. Salut, tu vas pouvoir reprendre parce qu'on dit Rostin. Ah mince, on dit Rostin. Et ben regarde, c'est dans la boîte. Cédric Rostin, autant pour moi. Alors je te présente en 10 secondes, t'es papa, donc ça ferait tâche quand même sinon. Et l'auteur du livre Tu vas être papa et du podcast donc Papatriarcat pour une parentalité éclairée et affranchie du patriarcat. Ouais. Je vous rassure, ça risque de vous intéresser même si vous n'êtes pas un papa. Par exemple, si vous n'avez pas d'enfant, ça aide, moi je trouve, à comprendre notre propre éducation que nous ont donnée à nos parents. Si vous voulez des enfants un jour, ou si vous êtes une maman tout simplement. Je trouve que t'es drôle et tu creuses vraiment les sujets avec ton podcast, ce qui forcément va plaire à mes abonnés, avec des épisodes sur comment les enfants voient le monde, sur un album de comptines engagées ou le racisme chez les enfants. Bref, c'est intersectionnel comme ici. De toute façon, quelqu'un qui signe en fin de description de podcast salutations Adelph et solidaire avec tous les emojis de toutes les couleurs de peau possible. Jamais un entre guillemets faux féministe ne ferait ça. Donc on parle le même langage, vous allez kiffer. Vous allez même kiffer 2 fois parce qu'on va faire 2 épisodes avec Cédric. Un aujourd'hui sur ça veut dire quoi être un bon père et comment notamment protéger nos enfants de violences, mais du coup plus large sur l'éducation. Et 2, la semaine prochaine, ça veut dire quoi être un papa qui se bat pour sa fille contre le patriarcat. C'est quoi un daron féministe? Pour commencer, tu as grandi dans une famille pas particulièrement branchée éducation bienveillante, tout ça, mais plutôt vieille école, le bon père de famille, plus à l'ancienne, quoi, avec un papa qui n'hésitait pas à sortir le martinet, tu dis, voire à t'humilier ou te mettre des fessées pour que ça file droit, ce qui était aussi beaucoup plus courant il y a, 35 ans. En effet, aujourd'hui j'ai 40 ans, donc voilà, pour resituer les gens, je suis né en 1983. Alors c'est vrai que il n'y a pas de problème à en parler, je pense que c'est important d'en parler sans problème. Moi j'ai connu en effet différentes violences, donc le martinet, la gifle, la fessée, l'humiliation, l'insulte, la punition, etc. Et majoritairement par mon père, mais pas que. Ma grand-mère aussi beaucoup, quand elle me gardait, quand j'étais tout petit, quand elle me gardait, c'était des gifles faciles. Je me rappelle notamment d'une fois, tu vois, je devais avoir 4 ans où j'avais pas dit merci, boum, une gifle. Et c'est pas un truc occasionnel, quoi. C'était très 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 régulier. Partie du quotidien, quoi. Okay. Et il y avait aussi les badines, tu sais, en fait, elle prenait une petite branche fine et elle me fouettait les mollets avec quand j'étais passage ou quoi. Okay. Du coup, j'avais souvent les mollets rouges parce que je m'en foutais un peu. Donc... mais en plus, comme t'as mal, tu te mets à courir parce que ça fait passer la douleur, alors qu'elle voulait que t'arrêtes de courir. C'est vraiment, tu vois, mais justement, on est dans tout le sujet des violences avec cet exemple-là. Oui. C'est on veut atteindre un objectif et on utilise un moyen qui est totalement inadapté. Après, au niveau de mon père, oui, c'était... Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer ça parce que, tu sais, on a tous et toutes une loyauté très forte envers nos parents. Et si tu veux, c'est vrai que quand on parle de nos violences, on a toujours tendance à dire « Oui, mais tu comprends, mon père, le contexte, machin. » Et en fait, le truc, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, par exemple, mon père à moi, je sais très bien dans quel contexte lui il a grandi, je sais très bien dans quel contexte de société il était père, il était un homme aussi parce que la masculinité vient jouer dans le rôle de paternité. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'empêche que, quand c'est moi enfant et des violences que j'ai connues, oui en effet j'ai connu tout ce que j'ai pu énumérer, mais il y avait l'école aussi. À l'école aussi. Moi à l'école j'ai connu les coups de règle sur les doigts, les fessées, les gifles. On t'a attrapé par les petits cheveux aussi là, comme ça, tu vois. Les cheveux sur les tempes là. Donc oui, c'est pour ça que, si tu veux, c'était la société était d'une violence extrême. Elle a un peu évolué, pas tant que ça, mais un peu quand même. Était d'une violence extrême, physique notamment avec les enfants, oui. Ouais, tu disais qu'en 2016, 75% des décès pour maltraitance viennent du correction entre guillemets éducative. Exactement. Ce fait, juste une gifle sur un nourrisson, sa nuque elle est pas formée, ça peut vraiment être dangereux. Et depuis 2019, donc, c'est VEO, violence éducative ordinaire. Je vous rassure, après ce sera un peu plus joyeux comme épisode, sont interdites en France, donc plus le droit de donner des fessées, tout ça. Alors, ce qui est intéressant, moi je préfère dire les violences dites éducatives, parce qu'en fait elles n'ont rien d'éducative, ordinaire, parce qu'en effet elles sont très ordinaires. Et c'est vrai que Marion Querc, dont j'apprécie beaucoup le travail, elle parle même de violences non éducatives pour montrer à quel point on est
à contresens de ce qu'on voudrait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette loi du 10 juillet 2019 qui exprime que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique, couvre un champ très large. Mais on peut regretter qu'elle ne couvre que le champ de l'autorité parentale. Par exemple, cette loi ne s'applique pas à l'école, pas en structure d'accueil, à aucune institution de la République, aucune. Ah ouais, c'est chaud. Et c'est d'ailleurs une des demandes du défenseur des enfants que j'ai pu interviewer, Éric Delemare. Dans chaque rapport, il rappelle que ça serait bien que la loi du 10 juillet soit étendue aux institutions. Et donc, c'est violence éducative, dite éducative ordinaire. Voilà, tu l'as dit, c'était pas qu'à la maison, à l'école, ça arrivait régulièrement. Enfin, voilà, tu racontais que... donc, c'est un adulte, j'imagine, qui attrapait ton camarade Loïc par les cheveux et le soulevait de terre. Et... c'est marrant. Et qu'en fait, quand toi, tu demandais, mais quand tu racontais ça à tes parents, ils étaient là... Ouais, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, quoi? Exactement. Et toi, ça te dérangeait un peu, quoi, de se dire, mais pourquoi on se dit qu'une victime elle a forcément mérité c'est tout le sujet, cette en violence, fait. quoi. C'est tout le sujet. Alors, c'est marrant que tu prennes cet exemple-là, parce que j'avais en effet, tu vois, dans les trucs qui m'ont marqué, je me rappelle très bien qu'en CE1, donc j'avais 7 ans, un de mes camarades qui s'appelle Loïc Moret s'était fait soulever de terre en se faisant attraper par les cheveux des pattes, là, tu vois, des petits cheveux, là. Il avait fait quoi, du coup? Il avait répondu au prof. J'ai pas envie, un truc comme ça. Je me rappelle juste de ça. Et de la violence inouïe, je me rappelle aussi de camarades. Ah oui, c'est vraiment parti au quart de tour, quoi. Qui se faisaient frapper. Mais c'était comme ça. Tu répondais, ou tu t'exécutais pas assez vite, tu prenais un coup de règle. Sur les doigts, tu mettais les doigts comme ça, et on te mettait un coup de règle sur les doigts. C'est ouf, moi j'ai jamais eu ça. Et quand ça ne suffisait pas, on passait à la règle en métal. C'était une règle en bois, et ensuite on pouvait passer à la règle en métal. Et le pire, c'est que tu rentrais chez toi, quand t'en parlais à tes parents, moi ça m'est déjà arrivé, mon père il me disait t'as fait quoi? Ouais, j'ai menti, machin, et boum, t'en reprends une en fait. Ah ouais. Oui. Tu vois, ils appelaient ça le premier et le deuxième effet qui se coule, donc c'est très rigolo, sauf quand c'est toi qui prends les coups quand même. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est un point qui moi m'a sauté aux yeux, si tu veux, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de violence adultiste. Alors peut-être qu'on pourra expliquer ce qu'est l'adultisme, etc. après, mais de violence de l'adulte envers l'enfant. Et c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux, parce qu'en même temps, si tu veux, je m'intéressais beaucoup au féminisme, j'ai écouté Les coups sur la table de Victor Toyon, etc., beaucoup à ce moment-là, et j'entendais cette phrase: une victime n'est jamais responsable de la violence qu'elle subit. Je travaillais avec Nous Toutes aussi à ce moment-là, et au planning familial, et cette phrase qui revenait: une victime n'est jamais responsable de la violence qu'elle subit, sauf quand ce sont les enfants. Là, on va toujours trouver une bonne raison de violenter un enfant. On va toujours comprendre l'adulte, mais c'est normal aussi. Je vais mettre un petit peu la nuance. Si on réfléchit cette domination avec un système oppresseur, victime ou dominé, comme on veut, nous faisons tous et toutes partie, du coup, de l'oppresseur. Donc on rentre plus facilement en empathie avec celui qui est dans notre camp qu'avec la victime. Tu retrouves ces mêmes schémas de difficulté de prise de position chez les hommes quand on parle de sexisme ou de violence sexiste et sexuelle, etc. C'est plus facile de rentrer en empathie avec celui qui nous ressemble, en l'occurrence l'adulte. Et c'est tellement ancré, si tu veux, qu'on la réfléchit pas. On parlait tu as évoqué le mot intersectionnalité en introduction. Aujourd'hui, quand tu parles d'intersectionnalité, qui va te dire que dans ses privilèges, il est adulte? Il ou elle, par ailleurs. Tu vois, ça n'est même pas pensé. C'est un impensé total. Parce que l'enfant n'est pas considéré comme un sujet de droit à part entière dans la société aujourd'hui. Ça, c'est un marqueur très important, y compris dans les milieux militants. Sur les questions de... en ce moment, il y a beaucoup de choses autour de viol et de l'inceste et de tout, et en fait, la majorité de ces agressions, c'est sur des enfants, quoi. Enfin, c'est... Bon, on va avancer, parce que sinon, là, on va partir dans un trou noir. Mais du coup, t'as eu cette éducation, il y a quand même des petits trucs qui te dérangeaient, mais pourtant, une fois adulte, un jour, ta chérie, elle t'annonce qu'elle est enceinte. Toi, t'es trop heureux, parce que ça fait des années que t'en rêves. Par contre, tu dis... Ok, moi je veux que ma fille elle soit libre, mais il y a un moment, s'il faut mettre une gifle, je la mettrai. Comme on t'a éduqué un peu, j'imagine, peut-être en un peu plus soft quand même, question de génération. Est-ce qu'à l'époque c'était ça ta vision d'un bon père? En ce qui me concerne, c'est vrai qu'un petit peu avant de devenir papa, je me rappelle d'ailleurs d'avoir eu cette discussion avec ma compagne, qui elle n'a jamais été frappée, et d'avoir dit écoute, non, mais moi je veux pas être un père violent, mais une gifle de temps en temps, quand ça déconne trop, ça remet les idées en place. Et c'est elle qui m'a dit non. Non. Et c'est vrai que c'est important parce que tu vois, dès que tu recadres ça, est-ce qu'on irait dire à Céline Quatennens, la femme d'Adrien Quatennens, que ça va, Céline, c'était juste une gifle, une fois?
dans votre relation. Non, on n'irait jamais dire ça. Mais tu vois, pour les enfants, on peut le dire. C'est incroyable. Et c'est ça qui est incroyable. Mais c'est incroyable parce que c'est notre culture. Alors qu'on devrait encore plus les protéger que les adultes. Exactement. Alors qu'on a encore plus de responsabilités envers les enfants qu'envers les adultes. Ça, c'est sûr. Et si tu veux, c'est vrai que... Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai commencé à creuser. C'est là où j'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire, à beaucoup me renseigner sur le sujet, à comprendre aussi les mécanismes. Entre-temps aussi, moi, j'avais fait une thérapie. Donc ça, c'est important de le dire. Hein. J'ai 40 ans, j'ai fait une thérapie à 10 ans. Qui m'a permis de me reconnecter à mes émotions, de faire le point sur tout ça. C'est la première fois, d'ailleurs, dans cette thérapie, que j'ai rencontré une personne qui me dit « Mais en fait, Cédric... jamais vous auriez dû subir ça, ces violences. C'est ce que Alice Miller, dont je recommande les lectures, appelle le témoin lucide, en fait. C'est-à-dire la personne qui va dire « Bah non, tu n'as pas à subir ça, c'est pas normal, ça va pas. » Et tout à coup, tu es là, et tu sais, il y a un truc en toi qui résonne, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur, tu vois, qui dit « Attends, mais écoute ce qu'elle dit, parce que pour la première fois, on est en train de me dire que c'est pas de ma faute. » Tu vois, et donc forcément, ça résonne. Ouais. Et oui. Et c'est vrai que, si tu veux, je me dis, OK, comment faire ? Donc là, tu t'intéresses ensuite au sujet d'éducation positive, quels sont les outils, etc. Et ce qui avait d'intéressant pour moi, c'était vraiment de me dire, OK, bon, ça va pas être facile, je vais ressentir des choses compliquées, ça au moins je le savais. Mais mes lignes rouges, ça sera, par exemple, ne jamais secouer mon enfant, et par exemple, ne jamais frapper, jamais frapper, les grandes lignes rouges. C'était ça pour moi. Et je me disais, si tu veux, à un moment, OK, c'est bien mignon, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu vois ? Vraiment, c'est un truc que je me suis demandé, parce que moi, j'ai grandi sans aucun rôle modèle de cet ordre-là. Ouais. Et même ça qui est fou, c'est que nos schémas, la famille, c'est tellement privé que, pour toi, c'est pareil dans toutes les familles, en fait. Moi, ça me paraît, j'ai jamais été frappé, j'ai peut-être pris, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 3 gifles en 18 ans, voilà, c'est rien. Encore, je suis même pas sûr. Le fait que tu dises que c'est rien, c'est déjà quelque chose, tu vois. Oui, ok, d'accord. Bon, si toi, c'était toutes les semaines, on n'est quand même pas sur le même type d'éducation, quoi. Ça reste de la violence. Oui, ok, effectivement. Et moi, ça me semble inimaginable l'éducation que tu as eue. Et effectivement, comme tu dis, toi, ça te semble inimaginable qu'il puisse y avoir des éducations non violentes. Quoi. Alors non, ça me semblait imaginable parce que j'avais quand même, déjà j'avais ma compagne qui avait pas connu de violence physique, parce qu'après il y a des violences beaucoup plus pernicieuses, mais ça c'est un autre sujet, c'est sa vie à elle, donc je vais pas aller dessus. Mais par contre, quand j'étais petit, je me rappelle d'un camarade qui n'était jamais frappé, mon meilleur ami d'ailleurs, Pierre, qui s'appelle Pierre aussi, tu vois. Il n'était jamais frappé, jamais. Je crois que ça lui était peut-être arrivé une fois. Son père avait vraiment pété un câble, tu vois. Et ça lui est arrivé une fois, et d'ailleurs son père lui avait dit je n'aurais jamais dû faire ça. Donc tu vois, en effet là on était sur un autre champ. Mais si tu veux, je me disais mais est-ce qu'à l'échelle d'une société c'est possible ? Et là j'ai vu le documentaire Même qu'on est imbattable de Marion Querc. Même qu'on est du verbe net, N-A-I-T, imbattable de Marion Querc, que je recommande vivement. Ça parle de quoi ? En fait ça parle de, tu vois, nous en France on a interdit les violences physiques et psychologiques dans l'éducation, enfin dans l'autorité parentale, en 2019. En Suède, à ton avis, ça arrivait quand ? Je sais, je m'affiche sous les yeux. Ok, bon. 1979, 40 ans d'avance. Et en fait, Marion, elle s'est dit, tiens, c'est marrant parce que ces enfants, et en fait, elle commence le documentaire en mettant les titres des journaux en France quand la loi est passée en Suède. Et c'est intéressant parce qu'elle te montre qu'en France, on titrait la Suède fait n'importe quoi, ça va être des enfants rois, blablabla. Tu vois, les enfants rois étaient déjà très très présents. En plus, nous, on était en plein Dolto, etc. Qui était en mode l'enfant est une personne, mais quand même, c'est un être de pulsionalité pervers qui veut coucher avec ses parents. Donc voilà, c'était pas ouf. Rappelons que Dolto était quand même soutenait la pédocriminalité, donc c'est problématique. Et si tu veux, elle te montre ça, et puis elle dit, justement, ces enfants qui ont grandi sans être frappés sont eux-mêmes devenus parents, 40 ans après. Allons voir ce que ça donne. Et donc là, c'est assez fou, quoi. Le documentaire est vraiment hyper intéressant. Tu vois aussi que, contrairement à tous les clichés qu'on peut entendre, oui, les parents suédois disent non, il n'y a pas de problème là-dessus, ils savent dire non, ils savent poser des limites, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu as une approche qui est totalement différente et qui est dans une vision des droits de l'enfant qui est particulière, parce que là-bas, les droits de l'enfant sont le socle de base de la société. Et toi, t'as ressenti quoi en voyant ce documentaire ? De l'espoir. Je me suis dit, putain, c'est possible. Vraiment, tu vois. Je me suis dit, c'est possible, et je veux que ma fille grandisse comme ça. Et en fait, je me suis dit, ce que je veux, c'est que ma fille grandisse avec un père dont la relation, le socle de la relation ne sera pas la peur. Tu vois ?
C'est important parce que, tu vois, prenons, mais tu sais, c'est un gros sujet parce que. Ouais, c'est très bien dit. C'est vrai que des fois, on fait pas gaffe quand on est dans nos bulles. Mais tu vois, il y a eu il y a pas longtemps des débats avec Caroline Goldman, Fille dans ta chambre, etc. Bon, c'est pas forcément le sujet, mais dans son livre, Caroline Goldman, qui est une psychanalyste revendiquée, hein, elle a une phrase qui fait très peur. Elle écrit: le rôle premier du père est d'intimider l'enfant et d'incarner la loi dans le foyer. Tu vois, ça nous ramène des décennies en arrière, voire peut-être même des siècles. Et ce débat de société, on l'a toujours. Tu vois, c'est pas parce qu'en fait on a une loi qui est passée que c'est gagné. Ah bah oui. Le droit ne change pas la société, tu vois. Donc c'est important. Et tu vois bien que cette base de le père doit être celui qui fait peur. Intimider, c'est remplir quelqu'un de peur. Hein. C'est pas un mot anodin quand même. C'est hyper important. Et la réponse, en fait, pour y voir clair, c'est déjà l'amour inconditionnel qu'on peut ressentir pour son enfant. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en prenant ma fille dans mes bras. Je pense que ceux qui frappent leur enfant, ils ont l'impression de les aimer. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais c'est là aussi où tu comprends le lien d'attachement, quand tu te renseignes sur le lien d'attachement et tout, parce que, en fait, quand tu grandis avec cette façon d'exprimer l'amour qui est remplie de violence, même si ça t'est très toxique, même si c'est mauvais pour toi, tu peux le rechercher, tu vois. Ouais, c'est le cliché des filles qui, en grandissant, vont chercher des bad boys parce que leur père était violent avec elles, parce qu'en fait, c'est la forme d'amour qui leur est la plus familière, quoi. Ce qui est d'ailleurs très drôle avec ce type d'exemple un peu cliché, mais qui existe, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, mais encore une fois, on va dire que la fille a des daddy issues. Tu vois, elle a des problèmes de père. Non. C'est son père qui avait des problèmes de parentalité. Ouais. Mais encore une fois, ça va être la faute de la fille. Ouais. Tu vois. Donc, si je reprends, t'es en train de faire une thérapie, et pendant la grossesse notamment, donc tu découvres tout ce monde là des violences dites éducatives ordinaires, et donc par extension les mécanismes de domination qui s'appliquent donc sur les enfants, mais aussi partout ailleurs dans la société, le racisme, le sexisme, les relations de domination d'un salarié envers son employeur, etc. Ouais, là, je sais pas si on voit pas trop ton t-shirt, mais c'est un t-shirt Climate Change is Sexist. Je peux le montrer, y a pas de problème. Qui fait écho notamment à l'épisode avec Vandana Shiva sur pourquoi les femmes sont les principales victimes de la crise écologique, du changement climatique. Jusqu'à donc la naissance de ta fille. Moment détente. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance et votre rencontre ? Alors, je vais la faire courte justement pour que ça reste un moment détente. Ça va finir césarienne. Et en effet, je me retrouve avec ce petit bébé qui sort du ventre de ma compagne et très rapidement, elle est née à 18h26 et en moins de 10 minutes, je me retrouve seul avec elle dans une pièce en peau à peau pendant que ma compagne est recousue et qu'on la ramène. Et là, vraiment, tu vois, je plonge mon regard dans le sien et je découvre ce que j'avais lu dans les livres, ce que j'avais vu dans les documentaires et ce que, grâce à ma thérapie 5 ans avant, j'ai pu appréhender. Elle ouvre ses petits yeux. Et là, je découvre l'amour inconditionnel. Je vois dans ses yeux cet amour inconditionnel, je le ressens dans tout mon âme, dans tout mon être. Ça me submerge. Et je remercie la thérapie parce que sans ça, je pense que j'aurais pris peur. Je pense que j'aurais été incapable de surfer sur cette vague d'amour. Ouais, faut être capable d'accueillir ses émotions, quoi. Et oui, c'est pas si évident. Et si tu veux, et d'ailleurs, j'ai des récits de pères qui me disent qu'ils ont pris peur, vraiment. Ouais. Ouais. Et si tu veux, ensuite, ma compagne nous rejoint donc sur son lit, la pauvre. Alors, c'est marrant parce que là, on va avoir un souvenir qui est très différent, elle et moi, puisque elle vient de se faire opérer, elle a 7,6 de tension et c'est l'enfer pour elle. Il y a la première tétée qui va être faite et ça va être l'enfer. Et moi, en fait, je viens de vivre un pot à pot avec mon bébé, je suis trop cool. Et en plus, je vais adorer cette première tétée parce que comme ma compagne est KO, c'est moi qui vais presser sur son sein pour faire sortir le colostrum, qui est le premier lait qui sort du mamelon, et nourrir ma fille. Et du coup, pour moi, c'est une expérience exceptionnelle parce que je peux participer à ce moment. Du truc. Exactement. Et pour elle, c'est l'enfer parce qu'elle n'en peut plus. Elle est fracassée. Et d'ailleurs, ensuite, elle va aller se reposer et je vais rester 3 heures avec ma fille en peau à peau en ayant l'impression que ça a duré 20 minutes, quoi. C'était un moment hors du temps. Ah, ça me rappelle trop des flashbacks. J'ai l'impression que c'était hier, que ça fait déjà 8 mois. Plus largement, on peut parler du tout début ou de plus tard, parce qu'aujourd'hui, ta fille, elle a quoi, 7-8 ans ? Elle a 5 ans et demi. Ah ouais, je suis... Ok. Mais il y en a un deuxième qui arrive. Ah, félicitations. Merci. C'est quoi pour toi, du coup, être un bon père aujourd'hui ? Alors, moi, je pense qu'être un bon père, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser.
C'est d'ailleurs Ok. ce que j'explique dans l'introduction de mon livre. Je pense que se demander si on a un bon père, se demander si on a une bonne mère, c'est encore une fois, en France, réfléchir par le résultat et non par le processus. Être père, Ok. c'est un chemin. Moi, je suis toujours en train de devenir père. Parce que chaque jour qui passe, ma fille et bientôt mon fils gagnent en nouvelles compétences, la relation évolue. Et chaque jour, je dois retravailler ma paternité. Donc, c'est un chemin, c'est un processus. Et des fois, sur un chemin, on court, c'est facile, on a la forme. Des fois, on trébuche, des fois, on a besoin qu'on nous aide à nous relever. Des fois, on s'arrête. Des fois, on peut aussi se dire, tiens, est-ce que cet autre chemin semblerait pas plus court, plus facile ? Je pense, tu vois, par exemple, est-ce que des fois, se dire, tiens, punir, violenter l'enfant, c'est pas plus facile pour avoir des résultats à court terme ? Sûrement, quand on fait fi de ses droits et de ce que ça peut lui provoquer. Et donc, si tu veux, c'est ça. Et donc, comment... moi, mon chemin, c'est celui de ne pas être un être dont ma fille a peur. Alors, attention, je pense qu'il faut toujours nuancer les propos en parentalité. Ça veut pas dire que je ne m'autorise pas à dire à ma fille, là, tu vois, je suis très en colère, j'ai besoin d'être tout seul, ou... Enfin, voilà, là, ça va pas, tu vois. Et peut-être que ça va lui faire peur que je dise ça. Mais je préfère ça plutôt que le comportement inadapté, tu vois. Mais disons plutôt, vraiment, c'est la base de la relation. Et bien sûr, après, on va te dire, oui, mais le père, c'est le garant du cadre. Ok, pourquoi pas, why not ? La mère aussi, quoi. La mère aussi. Mais justement, c'est là où ça nous amène sur un sujet qui est hyper intéressant, parce que la plupart des parents, et du coup les pères, on sait pas faire. Moi, la plupart des pères avec qui je discute, ils savent pas faire. Ils savent pas faire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont l'impression que c'est pas leur place. Mais c'est normal aussi, puisque toute la société leur dit que c'est pas leur place. À commencer par le congé paternité, qui est beaucoup trop court, tu vois. Je soutiens d'ailleurs la proposition de Parents et féministes dans le texte de Violaine Dutrot, dans son livre Maternité, paternité, parité. Ouais. Qu'il y a On va beaucoup parler du congé pat dans le deuxième épisode. Ok, on ira après. Pas trop. On ira après, je m'arrête là. Et ensuite, le sujet, c'est aussi qu'on ne connaît pas les droits de l'enfant. En France, on ne connaît pas les droits de l'enfant. Alors que ce qu'il y a d'incroyable, tu vois, allons sur un sujet très pratico-pratique, parce que toujours, les gens nous disent toujours « Oui, l'éducation positive, c'est la fin qui fait n'importe quoi. » Non, il y a un cadre, bien sûr qu'il y a un cadre. Et je vais parler de chez nous. Chez nous, le cadre... C'est tous des maïtés, les gens qui critiquent. Ouais, et si tu veux, en fait, chez nous, le cadre, il y a 3 points majeurs, qui sont tous dans le respect des droits de l'enfant. La santé, la sécurité et le respect d'autrui. Alors la santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton enfant, quand il doit, sachant que l'hygiène en fait partie, donc se laver les dents, le lavage de nez, le fameux lavage de nez, qui est une horreur pour plein de gens, tout ça, il faut bien le faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, prenons l'exemple du lavage de nez, c'est que ce qui va changer par rapport à une éducation que moi j'ai connue par exemple, c'est que moi en fait, si je disais non, j'ai pas envie de me laver le nez, je prenais une gifle. Tu vois, et je finissais en me lavant le nez en pleurant. Voilà. Alors que nous, si tu veux, ce qui s'est passé chez nous, c'est que, ok, t'as pas envie de laver le nez, mais on va quand même devoir le faire. Quitte à même contraindre physiquement. Pour information, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est d'ailleurs clairement inscrit dans les droits des enfants, dans les observations générales du Comité des droits de l'enfant, que c'est ce qu'on appelle la responsabilité parentale. La différence qui va changer, c'est que ce qu'on va remettre en question, ce n'est pas la présence du cadre, mais la violence du cadre. C'est-à-dire que si pour la santé de mon enfant, je dois le contraindre à se laver le nez, à prendre un médicament, à passer un examen. On a connu ça nous aussi avec une radio crânienne. Oui, il va falloir le faire, ça c'est le cadre. Mais je peux le faire sans lui dire qu'il me fait chier, sans lui dire que c'est bon, ta gueule, passe à autre chose. Je peux accueillir ses émotions en même temps et ça change tout. C'est ce qui fait qu'à 5 ans, si tu veux, d'ailleurs ça fait maintenant plusieurs années que ma fille elle se lave le nez toute seule. Ah, trop bien. Et ouais. Elle peut faire ça à 8 mois, tu penses ? À 8 mois, avec la seringue, avec l'embout souple, il y a moyen il y a moyen. En tout cas, je connais des enfants de je connais des enfants de moins de 12 mois qui le font tout seul avec la seringue. On va en foutre partout, je crois. Ouais, mais tu t'en fous. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tu mets une serviette par terre. Nous, c'est comme ça qu'on a fait au début. On avait une serviette par terre, on en foutait partout, mais on s'en fout, on avait une serviette. En fait, le sujet, c'est ça. Est-ce que je préfère que mon enfant ait peur ou laver une serviette ? Tu vois, c'est tout. C'est la seule question à se poser. Ensuite, t'as la sécurité. Alors la sécurité, c'est pareil. C'est là où je pense que le contexte est essentiel. C'est que demain, tu me croises avec ma fille, tu me vois l'attraper par l'épaule, par le bras, et la tirer vers moi très fort.
sans raison apparente, évidemment que c'est un geste violent et qui est une Inutile, violence. quoi. Il n'y a pas de débat. Maintenant, exactement le même geste, sauf que ma fille, elle est en train de marcher sur la route et il y a une voiture qui arrive vite. C'est plus la même chose. Je suis en train de protéger l'enfant. En revanche, ce qui va changer, c'est surtout qu'est-ce que je fais après. Est-ce que je vais dire putain, t'as vu ça aussi là? Bah oui, t'as mal à l'épaule, mais c'est de ta faute aussi, tu fais chier. Putain, mais qui m'a foutu une petite conne comme ça? Ou alors est-ce que je vais dire je suis désolé ma chérie, mais en fait j'ai eu très très peur pour la voiture, t'as vu, et c'est pour ça qu'il faut qu'on marche sur le trottoir. Mais je comprends que tu aies peur et que tu aies mal, moi aussi j'ai eu peur. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un câlin? Tu vois ce que je veux dire? La différence elle est là majeure. Et ensuite, il y a le respect d'autrui. Et alors là, je vais te dire un truc que j'ai dit nulle part, tant qu'à faire. Souvent, les gens me disent, mais comment tu fixes le cadre? Comment on fixe un cadre? C'est ça, comment est-ce qu'on fixe un cadre? Comment est-ce que tu sais que tu mets le curseur au bon endroit? Alors déjà, premier point, il y a la connaissance des droits de l'enfant. Ça, c'est important. Connaître les droits de son enfant. Par exemple, savoir que l'enfant a le droit de participer, pas forcément de décider, mais de participer à toute décision qui le concerne selon son degré de maturité. Tu vois, article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, développé dans l'observation générale du même numéro. Donc l'enfant peut participer, mais en fait, participer, ça veut pas forcément dire décider. Ça veut juste dire qu'à un moment, j'écoute son point de vue, et si je peux l'intégrer, tant mieux. Et en fait, si tu veux, par exemple, mon enfant est en colère, il a le droit d'être en colère. On est d'accord. Toi, tu vas bientôt y arriver d'ailleurs. Ton enfant sera en colère. On m'a dit 2 ans, laisse-moi un peu de temps. Ton enfant sera en colère, et toi, tu as le droit de te sentir en sécurité physique. Du coup, si ton enfant te tape parce qu'il est en colère, ça marche pas. Les droits de tout le monde ne sont pas respectés. D'accord ? Donc, il va falloir que tu poses un cadre. Ce cadre, il t'appartiendra. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je bloque le geste physique et je dis non, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire pour exprimer ta colère si tu veux, mais me taper, ça sera pas possible. Et en fait, si tu veux, c'est marrant parce que ce cadre, on l'applique tous les jours dans notre vie d'adulte. T'aurais un exemple de situation comme ça avec ta fille ? Oui, bien sûr. Ça va être tout simplement ne pas mettre son manteau pour sortir. Ça c'est intéressant parce que c'est un truc qui fait tellement de conflits à plein de gens tout le temps. Ma fille a le droit de ne pas mettre son manteau pour sortir. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est mon devoir, en tout cas que c'est mon droit, d'exercer ma responsabilité parentale pour lui dire si, parce que là, il pleut. Mais, encore une fois, peut-être qu'elle a pas chaud, donc il va falloir que je la fasse participer, tu vois. Peut-être qu'elle a pas chaud, peut-être qu'elle s'en fout d'être un peu mouillée. Ça dépend comment il pleut, ça dépend de plein de choses, en fait. Et donc, ce qu'on va décider, par exemple, le cadre, ça va être, ok, mais je prends le manteau avec moi, si tu commences à te mouiller, on le mettra. Bah, s'il pleut, elle va se mouiller. Ça dépend. T'as jamais couru à ta voiture sans mettre ton manteau, sans sortir un parapluie parce que il pleuvait mais ça allait? Pourquoi est-ce qu'un adulte pourrait le faire et pas un enfant? Tu vois, cadre, souplesse du cadre, écoute de l'enfant, respect des droits. En fait, c'est ça le truc. Et ça, c'est important parce que la liberté que nous avons, tout comme la liberté de nos enfants, s'arrête là où commence celle d'autrui. Ça vient poser une autre question, c'est que dans une société où nos enfants vont devoir s'adapter à beaucoup de choses, dont le changement climatique, ou dans une société où la démocratie est quand même un peu en danger, faut pas se mentir, dans une société où on voudrait que nos enfants développent la démocratie, si on commence pas par être démocratique à la maison, comment est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre les bases de la démocratie ? Et on dit pas que c'est ton enfant qui doit tout décider, évidemment que... Bien sûr que non. Voilà, selon son âge, il y a des décisions qu'il doit prendre à sa place. Le jour où on enregistre là, ma fille est malade, on sort de chez le médecin, elle a goûté un médicament qu'elle doit prendre, il est vraiment pas bon. Ok, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais bien juste, si c'est possible, d'avoir une petite compote, juste une cuillère pour passer le goût après. Ok, on va ouvrir une compote, hop, t'auras une petite cuillère après chaque prise de médicament. Qu'est-ce que ça nous coûte, tu vois ? Qu'est-ce que ça nous coûte à part cette petite voix qui va nous dire « Ouais, mais non, sinon ton enfant va prendre le pouvoir, sinon il va te dominer. » Tu vois ? Parce qu'on imagine qu'il n'y a que 2 solutions, alors qu'en fait, des fois, on peut être créatif et il y a 1000 autres manières de concilier les intérêts de tout le monde, quoi. Un peu comme le changement climatique. Ouais. Mais non, mais tu vois, dès qu'on commence à réfléchir en termes de droits de l'enfant, ça change tout. Et les droits de l'enfant sont au milieu de tout. Et c'est marrant parce que, tu vois, la dernière observation générale des droits de l'enfant est à titre des droits de l'enfant et l'environnement, en particulier les changements climatiques. Okay. Et qui est au courant de ça, tu vois ? Qui est au courant de la version d'ailleurs child-friendly publiée en français du Comité des droits de l'enfant sur cette observation générale qui va expliquer aux enfants comment est-ce que le respect de leurs différents droits permettrait de faire face à ce grand défi du changement climatique. On sait pas. C'est un peu ça, les ados aux États-Unis qui avaient poursuivi le gouvernement Obama ou un truc comme ça pour une action qui mettait en péril leur futur dans un monde qui est invivable à cause de la crise climatique, quoi.
Ouais, mais imagine si demain, les enfants, en tant que futurs citoyens à part entière, si demain on disait, ok, les enfants ont voix au chapitre. Les enfants ont le droit de décider s'ils veulent grandir dans un monde où le glyphosate va être utilisé encore 10 ans. Une fois qu'on leur aura expliqué que c'est pas bon pour leur santé. Parce que les enfants, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils s'en foutent des intérêts économiques. Non mais tu vois, ils sont pas encore pollués par ça. Ouais. Et donc t'as une voix, qui est d'une logique et d'une simplicité absolue. Je me demandais, toi, t'as été du coup victime de violences à la maison quand t'étais petit. Bien sûr. Comment tu fais, toi, pour protéger ta fille, éviter que ça se reproduise bon, avec toi, du coup, tu l'as beaucoup expliqué, ou potentiellement avec d'autres personnes. Ah, là, on atterrit sur quelque chose qui est super intéressant. Est-ce que c'est mon rôle d'empêcher qu'il arrive ce genre de choses à ma fille dans d'autres relations qu'elle peut avoir avec d'autres personnes? Eh ben non. Ah ouais? Eh ben non. Je suis pas là pour la protéger de ça. Alors, dans une certaine mesure, bien entendu. Il est évident que si une personne de son école qui l'attrape par le col ou qui lui en met une, il est évident que je vais intervenir. Tu vois? Tout dépend de ce qu'on appelle protéger ou pas. Par exemple, ma fille, si tu veux, elle est tout à fait capable de dire à un adulte, tu n'as pas le droit de faire ça. Par exemple, tu sais, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, ça, c'est toi qui lui as enseigné. Oui, c'est moi qui lui ai enseigné. À dire non. Mais pourquoi? Parce qu'elle m'a vu aussi dire qu'elle n'avait pas le droit de toucher mon corps quand je ne voulais pas, que je lui ai enseigné en fait qu'on n'avait pas le droit de toucher son corps quand elle ne voulait pas, mais aussi parce que j'ai respecté mon propre corps, tu vois. Parce que nos enfants deviennent, je citais mon ami André Stern, nos enfants deviennent principalement tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler parce qu'en fait, si je commence à dire à ma fille que son corps lui appartient, que personne ne peut faire ce qu'il veut sans son consentement, mais qu'en parallèle, moi, elle peut me tirer les cheveux, m'arracher le nez ou me grimper dessus sans me demander avant, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et du coup, en fait, ma fille, si tu veux, elle relationne avec des adultes dans le sens où il y a du contact humain, j'entends bien. Et si tu veux, voilà, des fois, c'est cool, et des fois, elle va leur dire non, t'as pas le droit de faire ça, en fait. T'as pas le droit de me toucher, t'as pas le droit de m'attraper, t'as pas le droit... Non, tu peux pas faire ça. Voilà. Et on parlera plus de consentement, effectivement. Donc c'est important. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que je pense que, à l'instar des stéréotypes sexistes et de genre, je pourrais pas empêcher que ma fille rencontre des situations qui vont challenger la défense de ses droits et la connaissance de ses droits. En revanche, mon seul job de parent, c'est qu'elle sache que quoi qu'il arrive, elle est aimée. Qu'elle arrive à se défendre ou pas, qu'elle arrive à intervenir ou pas, elle est aimée et qu'elle peut m'en parler en toute sécurité. Quoi qu'il arrive dans sa vie, elle est aimée parce qu'elle est comme elle est. Et que ça ne changera jamais. Ça s'appelle une base de sécurité. C'est un des principes de base de la théorie de l'attachement de John Bowlby, qui est une des rares théories parentales à avoir été prouvée et éprouvée et encore prouvée et qui fonctionne. Et moi, mon job, c'est d'être ce port d'attache, d'être ce porte-avions dont ma fille va décoller, si tu veux, et quand elle en a besoin, sur lequel elle peut venir se poser sans problème. Mais pendant qu'elle vole, soit elle me demande de l'accompagner et je vais surveiller, soit elle m'a rien demandé et c'est sa vie. Il y a un porte-avions qui vole, c'est rare. C'est beau comme image. Nelson Mandela, il disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et bon, alors c'est cliché, mais maintenant que j'ai une petite fille et que c'est flagrant à quel point un bébé, tu le dis, c'est pur, c'est souriant, c'est empathique. Ça me frappe d'autant plus à quel point les problèmes complexes des adultes aujourd'hui, ils sont acquis et que la base, c'est l'éducation. Et que si on apprenait à nos enfants à s'aimer, à dire non, à accueillir leurs émotions, etc., ça ferait des adultes beaucoup plus acteurs de leur vie et solidaires plutôt que traumatisés et violents comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette image que les problèmes énormes comme la crise climatique ou le patriarcat, c'est comme des T-Rex et que forcément, c'est beaucoup plus facile de résoudre le problème en amont tant que le T-Rex est soit qu'un bébé, soit carrément dans l'œuf avant de terroriser tout le monde. Tu sais, tu cites Mandela, moi je citais Malala. Qui dit « Avec des armes, on tue les terroristes, et avec l'éducation, on tue le terrorisme. » C'est la jeune fille qui a été prix Nobel de la paix. Et si tu veux, c'est exactement ça. Et en plus, ça vient vraiment faire travailler le continuum de violence. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que
comme pour la culture du viol, alors peut-être qu'on le développera plus tard, mais il y a vraiment ce sujet-là. J'ai entendu parler avec nous toutes, justement. En fait, à l'instar de la culture du viol pour les femmes, tu as la culture de la violence pour les enfants. Avec toute cette partie qu'on va voir qui est socialement inacceptable, tu vois. La pédocriminalité. L'inceste, les pédocriminalités, on peut pas. Et même aujourd'hui, frapper un enfant en public, ça passe plus aussi facilement quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, grâce à l'éducation, on va pouvoir prévenir tous ces comportements qui nécessiteraient. Et là, on peut tuer la violence. Est-ce que tu penses, comme l'auteur et ton ami André Stern que tu citais et que tu as interviewé, qu'il n'y aura pas de paix sur Terre tant qu'il n'y aura pas de paix avec l'enfance ? J'en suis convaincu. Je pense que j'en ai la profonde conviction. Je pense qu'André a tout résumé en disant ça. Tant qu'on considérera l'enfant comme un sous-humain, et même à l'inverse, hein, attention, parce que tu sais, c'est un peu comme le sexisme positif. Des fois, on peut comprendre que l'enfant est tellement à protéger qu'on va le couper de ses libertés. À quel point les enfants aujourd'hui, on les empêche parfois même de jouer tout seul, tu vois, dans le jardin ou dans le parc à côté. Alors que moi, quand j'étais gamin, et ça, tu vois, c'est un des trucs que j'ai adoré. Moi, quand j'étais gamin, mais je partais tant que j'étais rentré pour manger. Mes parents, ils s'en foutaient à 7, 8, 9 ans. Rien à péter, quoi. Je comprends, c'est quoi la logique derrière de... C'est que parfois, on peut être aussi dans la surprotection. Et en fait, dans la surprotection, tu peux priver l'enfant de sa liberté. Non, mais encore une fois, moi, je réfléchis en termes de droits de l'enfant. C'est super intéressant parce qu'en plus, en pensant le protéger, Peter Gray, qui est un grand spécialiste du sujet, lui, en fait, dans ses travaux, il a pu démontrer que on veut les protéger alors qu'au contraire, ça va saquer l'estime de soi, la confiance en soi et ça va créer des problèmes de santé mentale ensuite. Parce que les enfants ont besoin de faire ce qu'on appelle du jeu autonome, de l'apprentissage autonome, sans intervention de l'adulte. Trop bien. Merci Cédric. Je t'en prie. Abonnez-vous je veux dire, à sa masterclass, carrément, à son podcast Papatriarcat. Vous voyez que c'est du sérieux, il y a de la science derrière, et plein d'experts de l'enfance. Et on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie, toujours avec Cédric, sur les darons, les papas féministes. Ciao tout le monde, à dimanche prochain. Salut.